Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue au cours Paradigme de programmation avancée. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien également. Si jamais cette vidéo sera enregistrée de mon côté, je la mettrai à disposition aussi sur le cours Moodle tout à l'heure, à la fin de la présentation. Donc, je vais vous présenter ici quelques slides. Ces slides, vous les trouvez aussi sur le cours Moodle de, de la HESSO. Pour commencer, je vais tout simplement me présenter. Voilà, mon nom à moi c'est Pierre-André Mudry. Moi je suis professeur à la Haute École d'Ingénierie à Sion, où j'enseigne en première année l'introduction à la programmation. Je donne également un cours sur les systèmes embarqués. Et puis ce cours paradigme de programmation avancée. Moi, je suis valaisan à la base, j'ai habité pendant une quinzaine d'années dans le canton de Vaud où j'ai fait mes études. Moi j'ai fait informatique à l'EPFL, j'ai poursuivi mes études d'informatique par une thèse aussi à l'EPFL en informatique. Je me suis intéressé un petit peu à regarder comment on pouvait programmer des systèmes avec plusieurs milliers de processeurs, ceci du point de vue hardware et software. Puis après quelques années dans l'industrie, j'ai rejoint la Haute École d'Ingénierie à Sion. J'ai deux petites filles qui ont 5 et 8 ans. Que vous dire d'autre? Je suis ravi d'être là avec vous, même si malheureusement on ne peut pas être ensemble pour se voir et partager, mais j'espère que ce que j'ai mis en place pour ce cours sera quand même satisfaisant. Alors, pourquoi ce cours? Bien ça, c'est comment un ordinateur fonctionne. Les ordinateurs fonctionnent comme ça depuis von Neumann, donc on a une espèce de machine qui va lire des instructions, les exécuter dans l'ordre, faire éventuellement des sauts, et puis c'est ce que vous avez appris à programmer depuis maintenant quelques années. Ça, c'est la manière dont fonctionne notre cerveau, et puis l'informatique, et plus particulièrement la programmation, essaie de réconcilier les deux mondes et de faire qu'on arrive à faire passer ce plat de spaghettis à quelque part sur la petite boîte à musique que j'ai montrée tout à l'heure. Alors pourquoi ça fonctionne comme ça et qu'est-ce qu'on fait en réalité quand on programme? Tout ça est basé sur les principes mis en place il y a déjà assez longtemps de ça par un mathématicien américano-hongrois qui est un grand scientifique qui s'appelait John von Neumann. Et c'est lui qui a eu l'idée, tout au début, d'avoir le programme stocké au même endroit que les données. C'est également lui qui a mis au point l'idée d'avoir ce qu'on appelle un programme counter, PC. Ce programme counter, c'est ce qui nous permet de faire des sauts dans notre programme, de pouvoir faire des boucles. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, ça fonctionne depuis qu'il a inventé ce principe, toujours de la même manière à peu près, pour les ordinateurs qu'on utilise au quotidien. Voilà un petit peu de code. Je vous laisse prendre quelques secondes maintenant pour regarder ce code-là devant vous. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que fait ce programme? Quel est le résultat de ce programme si on l'exécute? Chaque fois que somme ça égale à 100 et n égale à 0, ça va retourner 100, c'est un résultat de somme. Ça va retourner la somme. Ouais, vous y êtes presque. C'est pas tout à fait ça, mais presque ça. Ça va pas retourner 100 directement, ça va faire un tout petit peu plus. Est-ce que quelqu'un peut aider Monsieur Chassot ici? Ça part la somme des chiffres de 1 à 100. Oui, ça va faire la somme des nombres de 0 à n y compris. Effectivement. Bravo, merci beaucoup. Donc ça, c'est un programme qui est écrit dans un style qu'on appelle un style impératif. Alors, ça, c'est un code qui est écrit en Java, peu importe qu'il soit écrit en Java ou en autre chose. Vous avez toutes et tous passé beaucoup de temps déjà pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Vous êtes toutes et tous des programmeurs et des programmeuses qui êtes capables d'écrire un code comme ça. Et puis, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf qu'en fait, on est en train d'arriver contre un mur. Et en fait, on est en train d'arriver contre plusieurs murs à la fois. Alors pourquoi je dis qu'on arrive contre un mur? Eh bien, pour une raison toute simple. Bien, parce que le monde est en train de changer. Vous avez peut-être entendu parler de la loi de Moore. Alors, ce n'est pas une loi, c'est plutôt une constatation qu'a fait Gordon Moore, qui était le président d'Intel, ceux qui ont réalisé les premiers microprocesseurs dans les années 70.
Et puis cette loi ou cette observation de Moore disait la chose suivante, c'est que chaque 18 mois, eh bien, on doublait grosso modo la puissance de calcul de nos machines. Je lui parlais des processeurs, mais l'idée c'est la même. Alors, pour pouvoir faire ça, il y a plusieurs manières. On peut augmenter le nombre de transistors, mais on peut aussi augmenter la vitesse. Et puis, pendant beaucoup d'années, eh bien, vous voyez ici, depuis les années 70, eh bien, on a poursuivi ce trend ici en augmentant le nombre de transistors et la fréquence. L'échelle ici est logarithmique. Hein. Et puis, on est arrivé aux alentours des années 2000 à un espèce de plateau que vous voyez là. Et puis, ce plateau nous dit quoi? Il nous dit qu'en fait, on ne peut pas augmenter encore la fréquence chaque 18 mois. C'est pas possible. Aujourd'hui, on a des processeurs qui tournent à peu près à 4 GHz. Et on ne voit pas, pour venir dans les quelques mois qui vont venir, des processeurs à 8, 16, 32, 64 GHz. Pourquoi? Parce qu'en fait, la manière dont sont fabriqués les processeurs empêche d'aller plus vite que temps. Il y a quand même une certaine durée nécessaire à la transition des électrons sur un fil. Et puis, ça va trop vite. Et puis, plus on va vite, en plus on va consommer d'énergie. Donc, on n'arrive plus avec la fréquence à augmenter. Et puis, ce qu'on voit arriver depuis à peu près 2003, c'est qu'en fait, les processeurs deviennent des processeurs multicœurs. Alors, multicœurs, ça signifie des programmes concurrents. Parce que lorsque vous avez plusieurs cœurs, il faut donner à manger à ces cœurs, et puis la programmation qu'on a vue impérative tout à l'heure, elle donne à manger à un seul cœur. Et du coup, la concurrence, le fait d'avoir plusieurs cœurs à la fois dans un processeur, ça complexifie beaucoup les choses. Et la concurrence, c'est quelque chose de difficile. C'est vraiment quelque chose de très très difficile. Alors ça, c'est une image de Edvard Munch, l'expressionniste norvégien que j'aime bien, qui me fait assez penser à ça quand on fait de la programmation concurrente. Alors pourquoi c'est difficile la programmation concurrente? Ceux et celles d'entre vous qui avaient déjà fait de la programmation concurrente, pourquoi c'est difficile? Quelqu'un a une idée? Oui, je vous entends. Rejoindre le groupe? Ouais. Alors, merci beaucoup de m'avoir dit. Je n'ai pas les notifications qui viennent pendant le cours, mais je vais arranger ça. Pendant ce temps-là, réfléchissez encore. Pourquoi la programmation concurrente amène des difficultés? Ah, voilà, il y a 2 personnes qui arrivent. Alors, quelles sont les difficultés que ça amène? Notamment au niveau de l'intégrité des données, s'il y a un cœur qui va la modifier, elle ne sera peut-être pas à jour lorsque un autre cœur va dessus ou... Exactement. Il y a un problème notamment parce que partager des données entre plusieurs cœurs, c'est difficile. Alors on va voir un exemple tout à l'heure de ça, mais ça introduit notamment quelque chose qui s'appelle une race condition, qui fait que, comme l'exécution se passe a priori dans le désordre, on ne sait pas qui va accéder en premier à la variable ou à la donnée, et puis la modifier, et puis on peut se retrouver dans des conditions délicates où partager les données entre les cœurs, c'est difficile. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Pensez peut-être au cours de programmation parallèle que vous avez eu, si vous en avez eu, au système d'exploitation. La synchronisation. Oui, la synchronisation, effectivement. La synchronisation de l'état, merci beaucoup. La synchronisation de l'état, pour être certain que nos différents cœurs se retrouvent en même temps, au même endroit dans un programme, c'est difficile. Ça amène des problèmes comme les locks et les deadlocks. Alors ça amène les problèmes qui sont les deadlocks et les solutions qui sont les locks. Donc on va devoir dire, à un moment donné, on arrête d'exécuter en parallèle et puis on fait des points dans notre code où en fait on va s'assurer que tout le monde est au même endroit. Et ça, si on ne fait pas attention, on va arriver à des situations où on a des deadlocks, où notre programme est complètement bloqué, parce qu'un processus attend sur un autre processus, qui lui-même attend sur le premier, et puis on a ce qu'on appelle en français une étreinte fatale, ou un deadlock, qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin. Puis le troisième problème qu'on peut avoir, qui est un problème un peu plus technique, mais qui existe quand même, c'est l'inversion de priorité. Si vous avez plusieurs threads qui n'ont pas la même priorité, vous pouvez vous retrouver dans des cas où en fait, votre programme il va plus fonctionner non plus parce qu'on se retrouve aussi dans une situation un peu de deadlock où la priorité fait qu'on ne peut pas exécuter des threads qu'on devrait exécuter pour pouvoir libérer des threads plus prioritaires.
Alors ça, c'est des choses qui arrivent, qui sont difficiles et qu'on arrive à régler quand même, hein. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de faire de la programmation multithreadée, que ce soit en JavaScript, ou que ce soit en Java, en C# ou que sais-je, encore en Ada. Et c'est difficile quand même, ça c'est certain. Alors, juste un petit mot maintenant sur la différence entre la concurrence et le parallélisme. Les programmes qui sont dits parallèles, c'est des programmes qui utilisent une partie matérielle pour faire tourner les programmes plus vite. Donc imaginez un processeur qui possède des instructions parallèles ou vectorisées, il peut faire par exemple plusieurs additions ou plusieurs multiplications à la fois. Ça c'est la programmation parallèle. Moi j'ai parlé plutôt de programmation concurrente, et la programmation concurrente c'est celle qui va exécuter plusieurs threads, plusieurs processus de manière explicite. Et dans tous les cas, les deux sont très difficiles à programmer. Alors, pourquoi est-ce que c'est très difficile à programmer? La source du problème, elle est décrite ici. Je vous laisse quelques secondes pour lire ce qui est écrit là. Donc, le problème, c'est qu'on a un état qui est mutable. C'est ça la source originelle du problème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment on le constate? Regardez un petit bout de code ici qui est du JavaScript. Si je vous pose la question naïvement, à cet endroit-là dans le code, juste à cet endroit-là, quelle est la valeur de x? Il n'y a pas de piège, hein, vous inquiétez pas, vous risquez rien du tout. Ça peut être 0 ou 2. Ça peut être 0, ça peut être 2. Effectivement, pourquoi ça peut être 0? Parce que si on fait le x fois 2 avant qu'il ait été additionné par 1, ça fait 0 fois 2, donc 0. Oui, ça peut, ou bien ça peut aussi être 0, parce qu'en fait, on n'a pas encore exécuté ni l'instruction A, ni l'instruction B. C'est possible, hein? Ça peut encore être égal à une autre valeur, quelqu'un la voit? Ça peut être 1. Ça peut être 1, oui, pourquoi? Parce qu'on est à l'état où on a fait l'instruction A, mais pas l'instruction B. Oui, c'est juste. Merci beaucoup aux deux personnes qui ont répondu, hein. Effectivement, ça peut être 1, parce qu'on peut avoir fait cette partie-là, puis pas encore cette partie-là. Donc vous voyez, c'est compliqué. Rien que de savoir quelle est la valeur de x après ces deux choses-là, eh bien, c'est compliqué. On n'a pas de réponse immédiate, il faut s'assurer de plusieurs choses, et on voit bien, même avec un exemple trivial comme celui-ci, qu'il y a des soucis, quoi. Et du coup, si on enlève l'état, si on enlève le fait que x est une variable, c'est-à-dire qu'on ne peut plus changer la valeur de x, eh bien, la programmation devient beaucoup plus simple, ce problème disparaît par nature, et c'est ce qu'on peut faire avec de la programmation qui s'appelle stateless, c'est-à-dire sans état, et c'est ce qu'on va faire dans ce cours avec la programmation fonctionnelle. Alors, je dis que c'est une solution, mais quand même, si on programme sans état, ça veut dire quand même qu'il y a des conséquences sur notre langage de programmation. Alors, la première conséquence qu'il y a, qui est une conséquence qui peut être un peu effrayante, c'est que il n'y a pas de variable dans la programmation sans état. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de boucle, par exemple. Parce qu'une boucle part du principe qu'on a un état qu'on va faire changer dans le temps, et puis si on n'a pas d'état, on ne peut pas changer les variables. Donc on ne va pas avoir de boucle. Et la deuxième chose, qui est une chose positive, si on appelle une fonction avec les mêmes paramètres, eh bien on va obtenir toujours les mêmes résultats, ce qui va ouvrir la porte à des optimisations assez intéressantes, comme vous allez le voir. Je prends juste une seconde pour voir s'il n'y a pas encore des personnes qui sont en attente d'inscription sur le Teams. Juste une seconde. Oui, voilà. Alors. Monsieur, oui. vous avez dit qu'il n'y avait pas de variable, mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas stocker de valeur si on n'a pas de variable pour...
c'était pas tout à fait pareil. Vous verrez la différence qu'il y a entre le fait de ne pas avoir de variable et pas avoir de valeur. On va pouvoir avoir des valeurs qui vont être le résultat de l'évaluation d'expression. On va pouvoir programmer un peu comme d'habitude, mais en prenant certaines précautions quand on va coder. Donc on va avoir, il ne faut pas vous inquiéter, de quoi stocker quelque chose, mais ça ne va pas être un état qui est mutable. Parce que le problème de la source du problème dans la programmation concurrente, c'est le fait que l'état puisse être mutable. Ok ? Pour l'instant, je ne peux pas vous donner encore la vraie solution à ce problème-là, et vous allez la découvrir aujourd'hui, en fait. J'ai répondu à votre question ? Oui, oui. Ok, merci beaucoup, Monsieur Claire. Oui. Alors, cette idée, en fait, elle n'est pas nouvelle du tout. Hein. En fait, l'idée de la programmation sans état, elle vient de quelque chose qui s'appelle le lambda calcul, qui date quand même des années 30. Hein. Ça a été développé par Alonzo Church, dont vous voyez la photo ici. Alonzo Church, qui était un logicien américain, et puis qui a développé le lambda calcul et qui a montré que le lambda calcul était équivalent à une machine de Turing. Alors cette équivalence avec une machine de Turing, pour celles et ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec ça, ça veut juste dire que, en fait, si on arrive à réduire un langage de programmation à une machine de Turing, alors on peut dire qu'il peut faire toutes les mêmes opérations que les autres langages de programmation qui se réduisent aussi à une machine de Turing. La machine de Turing, c'est un modèle de computation un peu abstrait qui a été inventé par Turing. Et Alonzo Church, oui, a montré que le lambda calcul était équivalent à une machine de Turing, donc à un ordinateur, à quelque part, si vous voulez. Et puis, cette idée du lambda calcul, elle part aussi du principe que l'algèbre et les mathématiques en général n'ont pas un état. Alors cet état, on va le développer dans le cours, on va comprendre ce que c'est l'état, qu'est-ce que ça implique d'avoir un état ou pas, mais si vous réfléchissez un tout petit peu, lorsqu'on a des fonctions mathématiques, lorsqu'on appelle une fonction mathématique, ou lorsqu'on applique à une fonction mathématique un argument, elle retourne toujours la même valeur. Et ça, c'est la racine principale de la programmation fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est la programmation fonctionnelle? J'ai déjà utilisé plusieurs fois le mot. Je vous propose de prendre connaissance ici d'une définition que je vous laisse lire. Donc, les trois choses fondamentales ici, c'est la première que il n'y a pas de variable mutable, donc on ne va pas avoir ni loop, ni des structures de contrôle impératives possibles. Ça, c'est la définition au sens restreint de la programmation fonctionnelle. Maintenant, on peut élargir ça parce que en fait, la définition est plus large que ça. Si on regarde dans un sens large, la programmation fonctionnelle, c'est une programmation qui s'intéresse principalement aux fonctions. Alors, ce cours s'appelle Paradigme de programmation avancée, et du coup, comment ça s'articule, cette programmation fonctionnelle, avec ces paradigmes de programmation avancée? Bien, la programmation fonctionnelle, c'est la base qu'on va développer, nous, dans ce cours, pour pouvoir, en fait, aborder des problématiques multicœurs, mais également dans le cloud. On va aussi développer dans le cours, à base de programmation fonctionnelle, des paradigmes avancés. Alors dans les paradigmes avancés, on va notamment voir ce qu'on appelle les DSL, les Domain Specific Languages, des principes comme les continuations, par exemple, et puis pouvoir faire des choses plus pratiques, comme par exemple faire du parsing avec des futurs. Et finalement, la programmation fonctionnelle va également servir à parler de vérification formelle de programme pour avoir des programmes de meilleure qualité. Voilà les trois choses qu'on va discuter. Maintenant, les objectifs du cours, formellement, sont les objectifs suivants. Premièrement, on va s'intéresser à comprendre et appliquer la programmation fonctionnelle. Dans un deuxième temps, on va appliquer la programmation fonctionnelle à des paradigmes avancés sur des problèmes du monde réel, et finalement, on va vérifier des programmes. Alors, nous, on va surtout s'intéresser à cette partie-là. On a pris le choix dans ce cours
de faire une plus grosse partie fonctionnelle que le reste du cours. Ça va être à peu près, on va dire une 60aine de % sur la partie fonctionnelle. Et puis le reste, eh bien, ça va être cette partie-là et cette partie-là. Alors, comment est organisé le cours? Ça, c'est quelques aspects administratifs. Le cours est donné par 2 personnes, donc moi-même, votre serviteur, Pierre-André Mudry, qui va m'occuper des 10 premières leçons. Voilà, j'ai un bureau à Sion, ce qui n'est pas très intéressant. J'ai une adresse email, je suis disponible sur Teams notamment. Et puis la deuxième partie, partie vérification, va être donnée par mon collègue, le Dr Edgar Lederer de la Fachhochschule Nordwestschweiz à Windisch, qui va prendre 4 leçons pour vous parler de vérification formelle. Alors techniquement, le cours il sera online, comme vous le savez. 3 périodes par semaine qui se dérouleront les mercredis après-midi de 15h à 17h20. Les cours et les exercices sont prévus comme ça, si ça vous convient. C'est un petit peu organisé comme un MOOC, donc une grande partie du contenu sera présenté de manière asynchrone, c'est-à-dire que vous allez avoir des films, des exercices, du contenu interactif à disposition pour travailler de votre côté. Et puis on va faire des points de synchronisation et des feedbacks sur les différents thèmes chaque semaine pour pouvoir discuter de vos questions, voir ensemble les choses que vous n'avez pas compris, les choses que vous souhaiteriez que je développe plus en live, exactement comme on est en train de faire maintenant en fait. Si vous avez des questions, elles sont bien entendu les bienvenues. Là, on a commencé avec Teams, on peut éventuellement regarder pour d'autres plateformes, mettre en place un Slack, aller sur Discord, tout est possible. N'hésitez pas à faire des suggestions. Dans tous les cas, peu importe la plateforme que vous utilisez, n'hésitez pas à me poser des questions, je suis vraiment là pour vous et répondre à vos questions. Pour la notation, c'est un slide important ça, il y aura un seul examen pour les 2 parties. Les 2 parties seront réparties quelque chose comme 10/14e pour ma partie et 4/14e pour l'autre partie. C'est un examen sans documentation, à part 2 feuilles A4, des recto verso, que vous pourrez prendre avec vous des feuilles de notes. Concrètement, le contenu du cours, ce qu'on va voir, c'est la chose suivante. On va commencer aujourd'hui ici, on est début février, on est au mois de février, pardon. Pendant 6 semaines, on va parler de programmation fonctionnelle en regardant ce que sont les paradigmes de programmation, les effets de l'absence d'état, les différentes méthodes pour évaluer des expressions. La semaine prochaine, on parlera de fonctions d'ordre supérieur, ce qui va nous amener à rencontrer des structures de données intéressantes qui sont les structures de données fonctionnelles, dont vous connaissez peut-être la plus illustre représentante qui est la liste. Et puis, on parlera de 2 choses, c'est-à-dire des compréhensions de séquences et on fera une application concrète dans un mini-projet. Durant 4 semaines ensuite, on va parler de multi-paradigmes. Premièrement, on va regarder comment on va pouvoir mixer la programmation orientée objet avec la programmation fonctionnelle. On va s'intéresser un petit peu aussi aux différents types, à la variance, on va faire un tout petit peu de category theory. Et puis on parlera de choses plus diverses ensuite, comme par exemple les streams infinis. On va aborder bien entendu le parallélisme à travers notamment la notion des futurs. Et puis on fera un petit peu de DSL, les Domain Specific Languages, pour voir comment on peut développer des nouveaux langages à l'intérieur d'un langage de programmation. Et puis à Pâques environ, ici on va avoir Pâques à peu près, à Pâques on aura un changement, c'est mon collègue le Dr Lederer qui va reprendre la main et qui va vous parler des outils de vérification, de la logique de Hoare et du langage Daphne. Ça se conclura à la fin par un examen ici. Voilà. Alors, j'ai bientôt terminé, rassurez-vous, on va encore voir 2-3 petites choses ensemble. Premièrement, des spécificités pour cette 8e édition du cours. Première spécificité, c'est qu'on est online et que du coup, c'est beaucoup plus difficile pour vous. Mais j'essaie de m'adapter le plus possible. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose que vous souhaiteriez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire, je suis vraiment là pour vous, encore une fois. On utilise comme IDE IntelliJ, vous êtes bien entendu libre d'utiliser autre chose si vous souhaitez utiliser Visual Studio Code ou que sais-je, vous pouvez le faire sans autre. La difficulté, j'essaie de la tuner chaque année, ça devrait être OK, et dans tous les cas, je vais essayer de m'adapter. Ça fait bientôt une année qu'on est en ligne, on peut le faire, c'est difficile, j'en suis conscient, mais courage, on va y arriver.
Maintenant, je vous propose un petit exercice de votre côté. Alors, j'aimerais savoir un petit peu plus sur vous, et pour ça, je vous propose la chose suivante. Donc, j'ai mis en place ici un petit sondage que je vous propose de faire. Donc, vous pouvez aller sur wawawa.menti.com, taper le code qui est là-haut. J'imagine que vous connaissez maintenant cette plateforme. Et j'aimerais tout d'abord savoir quel est votre background personnel. Est-ce que vous avez fait un bachelor en informatique dans une HES, ou dans une branche proche en tout cas, un bachelor dans un autre sujet, un bachelor en informatique mais pas dans une HES, ou autre chose? Donc on va prendre maintenant 2 minutes pour faire ça, voilà. Vous êtes normalement 29 pour ce cours, donc on prend encore 15 secondes pour les éventuelles personnes qui ne sont pas encore là. Un petit message. Alors, je vois au passage qu'il y a des questions sur le chat, je vois ça. Donc, ce cours sera en classe inversée. Alors, on peut voir ça un peu comme une classe inversée, ouais, si vous voulez, c'est à peu près ça. Est-ce que le mini-projet compte dans la note finale? Oui, le mini-projet va compter dans la note finale sous forme de bonus, pour autant qu'on arrive à faire en sorte de faire ça dans des bonnes conditions. L'année passée, j'ai pas réussi à le faire. Là, je suis en discussion avec HES et SO Master pour voir dans quelle mesure on peut faire compter le mini-projet dans la note finale comme bonus. C'est pas garanti qu'on arrive, mais je suis en train d'essayer de faire ça. Donc, une grande partie d'entre vous, comme on le voit ici, ben, vous venez d'un bachelor lié à l'informatique, ce qui n'est pas surprenant. Et c'est très bien. Les personnes qui viennent d'un autre bachelor, qu'est-ce que vous avez fait comme autre bachelor, juste pour information de mon côté? Alors, électronique en basket pour moi. Oui, merci. Électronique et informatique industrielle pour moi. Informatique industrielle, d'accord. Microtechnique, ok. Donc un petit peu différentes choses. Et ceux qui viennent d'ailleurs, donc ceux qui ont écrit ici Other, votre background était dans une branche d'ingénierie également ou autre chose? Ça restera visiblement un mystère pour aujourd'hui. Peut-être informatique industrielle ou génie informatique. D'accord, ok. Merci beaucoup. Donc, quand vous avez vu ce cours au programme, qu'est-ce que vous avez comme intérêt, ou qu'est-ce que vous vous êtes dit, ben tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ce cours? Alors voilà quelques suggestions que je vous propose de maintenant noter de votre côté. Je cache juste les résultats en attendant qu'il y en ait quelques-uns pour pas que vous soyez influencés. Voilà, on est à peu près à 23. D'accord. Alors, je remercie les personnes qui ont mis cette réponse-là. Effectivement, pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, le cours est obligatoire. Donc j'espère que vous trouverez quand même quelque chose de bien à prendre dans ce cours.
Vous allez effectivement, avec la vérification, être capable de pouvoir améliorer la stabilité de vos programmes. On va un tout petit peu parler aujourd'hui de la vérification de programme, comment on peut faire la différence entre la vérification de programme et la preuve formelle, qui sont deux choses différentes, que vous arriverez facilement à comprendre, et vous aurez des outils grâce à mon collègue pour faire ça. On va effectivement beaucoup faire ça, réfléchir d'une manière nouvelle au programme et à la manière d'écrire des programmes. Vous verrez qu'on va faire beaucoup de récursion, par exemple, quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, mais qui va vous permettre de réfléchir aux structures de données et comment on fait des opérations sur les structures de données de manière assez intéressante. Ces techniques seront bien sûr applicables au big data. Les techniques qu'on voit ici sont les prémices pour pouvoir suivre un cours par exemple sur Spark ou d'autres plateformes pour la programmation sur big data, et ça va être utile pour faire ça. Et effectivement, on va aussi regarder comment on peut simplifier la concurrence grâce à ça, vu que c'est la prémisse sur laquelle on s'est basé pour le cours. Finalement, je crois que j'ai une dernière question pour vous. Ça, c'est pour ma culture personnelle et pour apprendre un petit peu à vous connaître, même si on est à distance. Dans les différents types de programmation que je présente ici, est-ce que vous avez plutôt aucune connaissance ou bien vous vous considérez plutôt comme des experts ou des expertes? Là, on a à peu près quelque chose qui représente un peu notre classe avec ça. Donc, on voit ici que, si on regarde un peu le nombre de personnes, eh bien, vous êtes assez confiant dans la moyenne sur vos compétences en programmation impérative, que ce soit en C, Ada, Pascal, etc. Avec une personne qui est expert et une personne qui n'a jamais fait de programmation impérative, mais on va dire la majorité qui a déjà bien programmé avec ça. Donc ça, c'est les langages qui sont les plus répandus. Voilà, donc on peut aussi voir la programmation orientée objet un petit peu comme de la programmation impérative, et une grande partie d'entre vous ont fait ça déjà, ce qui n'est pas étonnant étant donné que vous avez un background pour la plupart en informatique, donc que ce soit C#, C++ ou Java qui sont des langages orientés objet, sont enseignés dans les écoles et vous en avez fait, certains peut-être même dans votre pratique professionnelle, et là vous êtes plutôt confiant dans vos compétences dans ce domaine-là. Il y a quelques personnes qui ont déjà fait de la programmation logique, très très peu, j'imagine que ce sont des gens de Fribourg, n'est-ce pas? C'est juste, vous pouvez confirmer? Oui. C'est ça, oui, alors d'accord, à Fribourg, il y a effectivement un petit peu de prologue qui est enseigné. Ça vous a plu? Oui, très bien. C'est très différent de ce qu'on fait d'habitude. Ouais, d'accord. Vous verrez, on a aussi un petit peu cette différence en programmation fonctionnelle, mais avec un peu plus d'application peut-être dans le monde concret. Donc c'est quelque chose que vous connaissez généralement pas, la programmation logique. Et puis je constate aussi que parmi vous, il y a très peu de personnes qui ont fait de programmation fonctionnelle, que ce soit du Haskell, du Lisp, du Scala ou du F#, et quelques personnes qui en ont déjà fait un petit peu. Donc là, vous allez vraiment trouver de quoi vous nourrir dans ce cours de programmation fonctionnelle. Et puis finalement, en programmation déclarative, vous verrez en détail dans le cours d'aujourd'hui qu'est-ce que c'est la programmation déclarative. Eh bien là, on a un petit peu de tout, de ceux qui ont déjà programmé, de celles qui ont déjà programmé aussi, mais pas d'experts a priori. Donc voilà. Ça, c'est un petit peu notre classe, on va partir de ça. Je vais encore juste présenter la bibliographie pour ce cours. Donc ce cours-là, vous avez les slides qui sont disponibles, les vidéos aussi qui sont disponibles. Peut-être juste avant que je présente la bibliographie, si vous pouviez juste avoir la gentillesse de mettre vos caméras allumées juste quelques secondes. C'est pas pour vous espionner, c'est juste pour voir à qui j'ai affaire. J'aime bien normalement saluer les gens et les voir. Donc si vous êtes d'accord de juste allumer vos caméras à quelques secondes pour que je prenne connaissance de vos visages. Merci beaucoup, merci, bienvenue à toutes et tous. Voilà, super, merci bien. Il y a aussi des visages déjà connus. Ok, je vais mettre la grande galerie comme ça, on peut se voir comme ça. Ah, monsieur Razafi Mamonji, vous avez les cheveux plus longs que la dépassée. Voilà, excellent, ouais. Voilà, eh bien merci beaucoup, super d'avoir partagé vos écrans, c'est très sympa.
Ça fait aussi du bien quand on est de l'autre côté de voir des fois des gens en vrai, vous savez. Donc merci bien. J'enlève donc cet écran maintenant, voilà. Et puis je vais juste vous parler encore de la bibliographie. Oh pardon, je me suis trompé de slide. Voilà. Alors la bibliographie, c'est pour les personnes qui souhaitent aller plus loin ou qui aiment bien travailler avec des livres. Donc là, vous avez plusieurs livres. Le premier qui s'appelle Scala for the Impatient, qui est ce livre qui est là avec le petit lapin. Je l'ai en version PDF, je peux vous le partager volontiers vu qu'on a le droit de faire ça en tant qu'enseignant. Ça, c'est assez chouette. Si vous voulez aller vite dans le sujet, vous avez des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez aller. La référence absolue, c'est le livre qui est en dessous ici, Programming in Scala de Martin Anderski. Il y a la 5e édition qui est en train de sortir pour Scala 3, qu'on ne va pas utiliser encore parce que ce n'est pas encore sorti. Mais ça, c'est vraiment la Bible, c'est un livre extrêmement épais. Voilà, je ne vais pas vous montrer, mais c'est un livre très épais qui va en détail dans toute la grammaire, etc. Et comme bibliographie secondaire, pour les personnes intéressées, si vous avez jamais lu David Griess, The Science of Programming, c'est vraiment un livre classique sur la programmation, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, comment et tout, un peu philosophique, extrêmement bien. Ici, un petit livre pour les loisirs, un petit peu, je dirais, Masterminds of Programming, Conversation with the Creators of Major Programming Languages. Ça, c'est un livre qui parle de comment Björn Sortstrup, par exemple, a inventé, a fait le C++, pourquoi il l'a fait et quelles étaient les considérations des gens aussi qui ont fait d'autres langages. Et c'est assez intéressant de voir comment naissent les langages. Et finalement, le dernier, Abelson-Sussman, Structure and Interpretation of Computer Programs, c'est ce livre qui est là. Alors ça a été très longtemps considéré comme la Bible de la programmation fonctionnelle. Alors ce livre-là a été publié en 1985 aux presses MIT. C'est le livre qui a été utilisé au MIT pour enseigner la programmation, donc le MIT, Massachusetts Institute of Technology, une espèce de grande école d'ingénieurs aux États-Unis, une des plus grandes. Et c'était le cours qui était utilisé pour faire l'introduction à la programmation pour les cours pour les étudiants en Computer Science et Electrical Engineering. Et là, c'est vraiment un livre qui utilise le Lisp comme langage. Et puis qui a été la base pendant très très longtemps. Personnellement, il y a des choses très très bien dedans, il y a des choses un peu moins bien. Et là, vous voyez la tête de Gerald J. Sussman qui a créé ce livre, et puis on trouve des vidéos de lui qui donne les cours au MIT, c'est toujours assez rigolo à aller voir comment ça se faisait à l'époque. Voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui, pour ma présentation. Donc, je reviens maintenant sur la caméra pour tout le monde. Je reste à disposition bien sûr sur Teams jusqu'à 17h20. Je vous laisse aller voir les vidéos, voir s'il y a des soucis, des problèmes, me communiquer s'il y a des choses qui vont pas. Comme je l'ai dit, je vais mettre la vidéo également à disposition sur Moodle. Si vous cherchez un petit peu aussi, vous verrez que j'ai un channel YouTube pour mettre toutes les vidéos qui sont là. Donc vous n'avez pas besoin d'enregistrer la vidéo. D'ailleurs, je vous demande s'il vous plaît à l'avenir de ne pas le faire. Simplement pour éviter qu'il y ait les vidéos à 15 endroits différents. Je les édite ensuite, vous les avez à disposition, donc ne vous inquiétez pas pour ça. J'espère que ça a été, j'espère que c'était intéressant et pas trop long. Je trouve que la plus grande difficulté pour ces cours en ligne, c'est de faire quelque chose qui est un petit peu dynamique. Là, c'était la première fois, ça a pris une cinquantaine de minutes. Un peu moins d'une quarantaine de minutes, c'était un peu pénible pour vous peut-être, je m'en excuse. Maintenant, vous pouvez aller à votre rythme et puis prendre connaissance de tout ça, du contenu que je vous ai préparé. Donc, merci beaucoup à toutes et tous pour votre attention. Je me réjouis de pouvoir interagir avec vous un à un et n'hésitez surtout pas à me contacter, je suis là pour vous. Merci beaucoup et bonne suite.